Alors, on a la haut-commissaire à l'enfance, la haute commissaire, je devrais dire d'ailleurs, à l'enfance, auprès du ministère du Travail, des Solidarités, de l'Enfance, qui vient ici sur le salon Big Data AI. C'est plutôt une surprise d'être venue porter la bonne parole, j'imagine, pour sensibiliser tout cet écosystème à l'importance aujourd'hui de protéger les enfants dans l'univers du numérique. Vous avez eu quel accueil sur les stands? Franchement, ils nous attendaient beaucoup, c'est vrai, sur les questions de protection. Et c'est un de mes plus grands combats, parce que face aujourd'hui au numérique, eh bien, il y a des enjeux, mais il y a aussi énormément d'opportunités. Et donc c'est là où ils ont été un peu plus étonnés de nous voir les challenger sur leur rôle, leurs responsabilités, leurs investissements, pour faire que les développements qu'ils portent, que les formations qu'ils créent ou qu'ils diffusent, eh bien, intègrent dès le plus jeune âge. Moi, je rêve, dans notre pays, de licornes qui vont intégrer la question kids-friendly, ça veut dire qu'on s'adresse à un adolescent, on s'adresse à un enfant, on le protège, mais on lui répond en l'accompagnant dans son apprentissage. Moi, je rêve d'une kids tech, d'une ed tech qui se préoccupe de ces opportunités-là. Il se trouve que dans le salon aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qu'on a vues, on a vu aussi de l'applicatif, mais plutôt d'enseignement supérieur. À quand on aura des modules, des formations, des opportunités pour les parents, de coéducation pour les enfants dès le plus jeune âge, sur les maths, sur les sciences, sur le développement cognitif. Et donc, je souhaite, c'était le vœu, que la France soit à la hauteur et en tout cas à la pointe de ses engagements pour les enfants et les adolescents. Donc pas uniquement pour parler de protection, mais aussi pour être proactif. Après, c'est aussi, on entend souvent, nous, dans les tech, que la balle est dans le camp un peu de l'éducation nationale. C'est très facile de dire ça, c'est vrai. Non, mais c'est très facile de dire non, mais c'est pas nous, c'est vous. Écoutez, nous ouvrons la porte. Il se trouve qu'Elisabeth Borne a annoncé l'accès à une IA pour les enseignants. Demain et après-demain, la question en réalité du numérique au sens large se développe. Mais moi, je rêve de CareTech qui va intégrer la question de la pédiatrie, des plus petits enfants, de soutien à la parentalité. Et dans l'EducTech, il y a 1 million d'usages possibles. Alors, franchement, pour une fois, faisons ensemble, faisons que dès le plus jeune âge, on se saisisse de ces opportunités pour les enfants, en se disant et en ayant l'obsession de la protection toujours. Mais la protection, ça ne veut pas dire aseptiser, ça ne veut pas dire éloigner, ça veut dire faire ensemble. Et on en est où de la question de la majorité numérique à 15 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous semble être une bonne solution? On n'entend pas beaucoup finalement de discours à l'inverse qui disent au contraire il faut équiper les enfants, les éveiller, les sensibiliser, leur apprendre à utiliser ces outils. On est plutôt dans l'interdiction. Non, en réalité, on est dans les deux. Moi, pour le coup, c'est un « et » absolument nécessaire. D'abord, oui, il faut interdire, parce qu'aujourd'hui, c'est simple, le cerveau des enfants n'est pas suffisamment développé pour accueillir le degré de violence qu'on a sur un certain nombre de réseaux sociaux. Donc, il faut les protéger, et là, pour le coup, il faut cette interdiction et que les plateformes vérifient l'âge. Aujourd'hui, j'ai 70% des enfants qui ont moins de 13 ans qui sont sur des plateformes de réseaux sociaux, alors même que là, j'ai 13 ans. Et on n'est même pas une histoire de séquestration. Donc je sais bien que les ados ils sont hyper forts pour contourner. Donc l'interdiction seule ne suffit pas. Elle passe absolument et nécessairement par de l'éducation et de l'accompagnement. D'où la question de la prévention. Et donc comment ils comprennent les bulles algorithmiques, comment ils comprennent et comment ils doutent. Donc la question vraiment de l'esprit critique, de l'obsession de la source, de la distanciation qu'ils peuvent prendre par rapport à une deepfake, par rapport à une fake news qui est plus facile pour le coup, qui a un mot plus commun. Et tout ça, ça se décrète pas en fait. Il faut les confronter il faut les accompagner. Demain sur les droits d'auteur, les droits voisins, puisqu'on vient piocher de l'information, mais il faut bien des gens qui la créent cette information. Donc comment on respecte la création aujourd'hui, journalistique, mais aussi pour le coup d'auteurs, quelle que soit leur production. Et tout ça, c'est un peu mes obsessions pour dire faisons qu'aujourd'hui, notre secteur de l'IA, qui est pionnier, qui est vraiment très à l'avance, accompagne les plus jeunes générations et n'attendent pas l'enseignement supérieur pour en faire demain des professionnels exclusivement. Je pense qu'ils ont dû être contents dans l'écosystème de voir quelqu'un justement qui s'intéresse à eux, à leur sujet, à leur technologie et qui a l'air de s'y connaître aussi. J'avoue que j'adore. J'ai commencé à démonter mes premiers ordinateurs, je devais avoir 6 ou 7 ans. C'était celui de mon grand-père. Mais je suis passionnée parce que, dans le fond, j'y vois toutes les opportunités. Mais je suis ni naïve ni aveugle. J'en connais les limites, j'en connais les freins. Et donc, en fait, si on est en adulte responsable et surtout en responsable politique vigilant, on peut faire des superbes opportunités et en même temps protéger ceux qui ont besoin de l'aide, c'est-à-dire les enfants, les adolescents, mais en les préparant à un monde qui va vite et qui va plus vite que nous. Merci beaucoup.
Bonjour Sébastien Demilleville, merci d'être passé au micro de Smartech sur ce salon Big Data et AI. Vous êtes le DG d'HeroX, qui est un groupe de communication au sein duquel vous développez une nouvelle agence 100% spécialisée en intelligence artificielle, une agence de création publicitaire 100% IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de créatifs, il n'y a plus que des prompteurs? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, on lance au sein du groupe HeroX Versus, qui est une agence IA First, IA native, qui a pour ambition de libérer le potentiel créatif des marques grâce à la GenAI. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que on est, et puis on le voit ici au salon Big Data et AI, qu'on est probablement à l'aube d'une révolution technologique, sociétale, voire civilisationnelle, et que ça, pour des marques, pour des annonceurs, ça fait tomber tout un tas de barrières, et ça leur permet d'accéder à des niveaux de production, à une qualité, à une exigence auxquelles ils n'avaient pas forcément accès auparavant. Il y a tout un tas de barrières qui tombent. Pour répondre précisément à la question, on est une agence, on n'est pas un studio de production. Ce qui veut dire qu'on réinvente un petit peu le modèle de l'agence traditionnelle. Néanmoins, on garde au cœur de la proposition de valeur de Versus un accompagnement stratégique, un accompagnement de conseil, la forte compréhension de l'ADN d'une marque, d'un annonceur, des problématiques. Et on conjugue ces experts, on va dire, de la publicité avec des techs, avec des talents issus de la technologie, Mais avec très des prompt concrètement, ça engineers. change quoi? Alors, ça change plusieurs choses. Ça change les profils quand même des gens qui travaillent dans l'agence? Il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Ce qui ne change pas, c'est l'excellence créative qui est au cœur de notre métier désormais. Ce qui change, dites-moi ce qui change. Alors, ce qui change, c'est qu'on a effectivement, en croisant des profils créatifs et publicitaires avec des profils beaucoup plus technologiques, ça change le rythme de travail, l'accélération. Pour une campagne 360, on peut travailler par exemple en 4 semaines, ce qu'on faisait auparavant probablement en 4 mois pour une campagne globale. Ce qui change aussi, c'est le potentiel créatif ou le développement des idées. Là, on est auparavant peut-être limité par des budgets de production ou un timing dans la réflexion. La connaissance, la maîtrise et la veille de ces outils nous permettent d'accélérer et d'agrandir le spectre de travail là-dessus. Donc réduction des coûts aussi sur la création de campagne? Bien sûr, sur la partie production particulièrement, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, avec des coûts de licences d'outils comme VO3, comme Xfield, comme Sora 2 d'ailleurs qui est sorti ce matin, des licences entre 3 000 et 10 000 $ par mois pour être très précis, on ne peut pas imaginer que demain, pour une certaine typologie de projet, les coûts ne vont pas être réduits. Donc oui, bien sûr, optimisation budgétaire. Après, on est pragmatique. On le fait avec du recul, on le fait au cas par cas selon la typologie de projet. Mais oui, excellence créative conjuguée à de l'optimisation budgétaire. Et quels sont les premiers clients qui sont intéressés par ce type d'approche 100% IA générative? Il y a pas mal de clients qui nous ont contactés. Peut-être un type de campagne que ça touche en particulier? Déjà, il y a pas mal de clients qui sont aussi, on va dire, excités et enthousiastes que nous à l'idée de faire de la création aujourd'hui à l'heure de la GenAI. On a, à la fois dans la typologie de projet et dans les clients, des choses assez différentes. On travaille par exemple pour Coperni, qui est une marque incroyable, très avant-gardiste, une maison de mode parisienne, qui s'était fait notamment connaître en 2023, puisque ceux qui avaient fait une robe en spray pour Bella Hadid à l'occasion de la Paris Fashion Week, qui nous a contactés, parce qu'ils sont en recherche aussi d'acteurs très innovants. Et donc on a travaillé pour eux la campagne de teaser et de lancement pour les social media de leur prochaine innovation qui va être dévoilée la semaine prochaine, donc le jour où sera diffusée cette émission. On travaille aussi pour d'autres acteurs du retail, de la téléphonie mobile, sur les problématiques à la fois de publicité, de social media ou de digital. Juste d'un mot, parce qu'on arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a des choses encore qu'on ne sait pas faire? Vous fixez des objectifs là à 6 mois avec cette nouvelle agence? Ah oui, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on ne sait pas faire, mais vu le rythme d'innovation, le développement des outils et tout ce qui sort jour le jour. Quel est l'objectif à terme avec Versus? L'objectif, c'est d'accompagner aujourd'hui tous les annonceurs et les marques à utiliser pleinement le potentiel de la GenAI pour démultiplier leur potentiel créatif. Merci. Merci beaucoup. Olivier Guillon est avec nous sur le salon Big Data AI dans les interviews de l'IA de Smartech. Merci beaucoup. Vous êtes le responsable data IA au sein de la région Pays de la Loire. Et la grande actualité, c'est, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est que vous mettez en place une IA souveraine avec une entreprise francilienne dont j'ai oublié le nom là d'un seul coup. Suadeo, c'est ça. Quel est le projet au départ ? Alors, le projet au départ, c'était de doter la région d'un catalogue de données et d'outils qui permettent aux métiers de s'approprier leurs propres données et de les exploiter. Et ensuite, le projet a évolué, on a commencé à le déployer au sein de la région, projet par projet, et l'IA est en train d'arriver maintenant pour enrichir et on va dire donner la dynamique en fait à ces projets-là. Quand vous dites IA générative ? Alors, c'est l'IA générative, mais ça peut aussi être effectivement du prédictif.
D'accord. Et souveraine, parce que c'est le terme que vous employez, que vous mettez en avant, ça on comprend bien. Pourquoi est-ce que c'est une nouvelle priorité qui s'est imposée? Alors non, parce qu'une collectivité, ça a des données qui sont ouvertes, qui appartiennent à tout le monde, ce qu'on appelle des communs, mais il y a aussi des données qui se relèvent des données personnelles, du secret économique également. Ça peut être du secret industriel dans certains cas, et donc ces données-là, on ne peut pas les ouvrir à tout le monde, et en tout cas, tant qu'elles n'ont pas été anonymisées, tant qu'elles n'ont pas été mises en état pour. Et donc il faut qu'on garantisse la souveraineté, notre souveraineté sur ces données par rapport aux enjeux. Et elle va jusqu'où cette souveraineté? Parce que là, donc, vous travaillez avec un fournisseur français, national. Vous allez jusqu'où dans la garantie de la souveraineté de cette IA? Alors quand on travaille avec Swadeo, en fait, on va travailler les données dans notre entrepôt de données, au sein du conseil régional. D'accord. Et donc l'IA vient travailler directement là où sont les données. On n'a pas de sortie de données. Alors parlez-nous des utilisations que vous imaginez ou qui commencent déjà à exister avec cette plateforme d'IA. On peut simplifier l'accès aux données déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les agents ils ont des Alors interfaces. en interne, c'est ça, c'est pour les agents? En interne, les agents ont des interfaces pour produire des tableaux de bord qui vont permettre de valoriser, aider à la prise de décision. Demain l'IA va aider ces agents à produire eux-mêmes les tableaux de bord beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Ensuite on peut faire des projections avec des algorithmes qui permettent effectivement d'étirer les tendances pour savoir effectivement si on suit la même tendance, où on va arriver, à quelle échéance. Cette IA, elle va nous permettre, parce que là on est en train de déployer cette partie-là, de tester des paramètres pour voir en fonction de scénarios où on arrive, ce que ça donne par rapport aux tendances qu'on essaie de concrètement, varier. des paramètres de quoi? C'est Alors, au niveau vraiment de choix de politique publique? Ça peut être à ces niveaux-là, ça peut être sur des transports par exemple, en se posant la question effectivement du nombre, est-ce qu'on a besoin ou pas d'une nouvelle motrice par rapport au nombre de personnes qu'on transporte, etc. et par rapport aux arrivées de population. Ça peut être aussi d'un point de vue fonctionnement de la collectivité. On peut regarder les consommations énergétiques des bâtiments de la région et en fonction des variations de la tarification, de la météo, on peut essayer de voir à peu près ce que va être la projection pour l'an prochain et donc du coup mieux gérer, on va dire, les fonds publics. Et comment vous avez fonctionné? Vous avez travaillé d'abord par un choix de premier cas d'usage qui vous semblait évident, ou alors vous avez testé les métiers pour savoir lesquels étaient les plus prêts ou prompts, j'ai envie de dire, à utiliser l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous avez procédé pour le démarrage? On travaille dans un principe de gouvernance partagée des données. C'est-à-dire que les données sont au métier, c'est le métier qui sait les utiliser, qui sait quoi en faire. Donc on ne fait pas de projet ex cathedra. Le métier a un projet et dans le cadre du projet du métier, on lui explique au métier que là c'est pertinent de le faire avec cet outil-là, avec Swadeo. Et donc on travaille avec eux pour mettre les choses en place dans Swadeo, on leur apprend à l'utiliser et ensuite on gère le cadre et le métier est autonome pour l'exploiter. Et alors vous dites, vous leur apprenez à l'utiliser. Quels sont véritablement les besoins d'accompagnement qui vous semblent nécessaires aujourd'hui? Il y a toute l'analyse des données pour récupérer les données qui vont permettre de traiter la problématique qu'on doit traiter. Il y a la question de la collecte de ces données pour l'exploitation dans la durée. Il y a la question aussi de la souveraineté, donc tout ce qui est géré effectivement l'anonymisation des données, les données RGPD, etc. Ensuite, il y a la façon de correctement exploiter, correctement monter les tableaux de bord. Là, l'IA va beaucoup nous aider et aussi accélérer les choses. Et il y a la façon de rendre tout ça pérenne en fait dans le temps. Voilà. Un beau projet, merci beaucoup. Très heureuse d'avoir dans Smart Tech pour les interviews de l'IA Mathieu Giannichini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Simplon, organisme de formation à impact sociétal dans le champ de l'économie solidaire et sociale. Vous êtes présent en France, à l'international avec 120 campus. Plus de 40 000 personnes formées depuis la création de Simplon en 2013. Voilà, on connaît bien Simplon. Il y a une nouveauté dont vous allez nous parler. C'est une formation à l'IA agentique. C'est d'ailleurs le thème de la conférence que vous donnez ici au salon Big Data et AI. Comment? Parce qu'on en est, j'ai l'impression, déjà au stade où on doit former à l'IA générative. Comment est-ce qu'on va former à l'IA agentique? Alors tout ça va vite, très vite. On est habitué dans le monde de la tech à suivre les tendances pour rester sur un fort levier d'employabilité. Effectivement, là tout s'accélère avec l'IA et l'IA agentique. Donc chez Simplon, on forme à l'IA depuis déjà 2017, mais il faut suivre le mouvement à l'intérieur de cette grande famille de l'IA. Et donc l'IA agentique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouveaux standards qui émergent, des nouveaux protocoles de communication et qui sont largement adoptés par beaucoup d'éditeurs comme GitHub ou comme DBT qui est un pure player dans le domaine de la data. Et ces tendances-là, il faut qu'on accompagne ça dans des formations et c'est pour ça qu'on a créé un parcours qui va se lancer début 2026 de développeurs en intelligence artificielle et IA agentique. D'accord. Par quel bout vous le prenez donc ce sujet? Par le bout donc de la programmation, c'est ça? Tout à fait, parce qu'en agent Mais IA... on commence par faire de la programmation en IA et ensuite en IA agentique dans la formation, ou
Alors, ce sera vraiment le niveau 2 tout de suite. Non, c'est le même niveau, c'est un équivalent Bac plus 4 dans nos formations, où on a aussi la version pour faire de l'upskilling de collaborateurs, parce qu'il faut arriver à suivre aussi les tendances quand on est salarié de son entreprise. Et le principe, c'est qu'un agent IA, c'est avant tout une application. Donc on reste dans le software engineering, mais cette application embarque des LLM, des modèles de langage et des standards de communication pour pouvoir s'interfacer avec un écosystème. Et vous avez commencé, j'imagine, à sonder la demande donc du côté de l'industrie, mais aussi du côté des gens qui sortent de formation ou qui veulent travailler sur la reconversion. Alors oui, on a Vous allez ouvrir une formation à combien de personnes à peu près en 2026? C'est des cohortes de 20 personnes, donc on va lancer un premier bootcamp de 20 personnes. Il faut arriver à anticiper les tendances du marché, puisqu'on va avoir des formations qui vont être de l'ordre de 5-6 mois. Donc la nôtre, là, elle va faire 6 mois environ. Et donc, dans 6 mois, où est-ce qu'on en sera? Tout ça va tellement vite qu'il faut prendre le tournant à temps. Alors Mathieu, vous êtes à l'origine du Pedagogical Studio, qui est la R&D, on va dire, chez Simplon. Comment est-ce qu'on décide et comment est-ce qu'on fait pour mettre la technologie vraiment au service des individus? Ce qui est la mission de Simplon. Comment on s'y prend? Comment on réfléchit à ça? Alors, il y a deux aspects. Nous, notre métier, c'est de maintenir à l'emploi ou de remettre à l'emploi sur des reconversions. Donc, comment on est sur des métiers en tension. Et donc, pour ça, soit il y a des diplômes qui existent, soit grâce à notre organe de R&D et ce studio pédagogique, si les diplômes n'existent pas, on a la capacité d'aller les créer. Donc, c'est pour ça qu'on a créé plusieurs diplômes, dont un diplôme dans l'intelligence artificielle qui est reconnu par France Compétences. Donc ça, c'est un premier aspect. Parce qu'il y a énormément de formations dans le numérique aujourd'hui. Énormément de formations. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y a un début de consolidation, parce que Simplon a même racheté la Wake School, tout à voilà, fait. Tout à fait. Et il y a un début de consolidation, mais toujours avec cette thématique de là où il y a 10 ans, un développeur web trouvait de l'emploi, c'est fini. Le développeur web, maintenant, il doit être augmenté par IA, il doit pouvoir évoluer et ça doit pouvoir être renforcé dans ses compétences. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Guillaume Delaboulé nous a rejoint. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le responsable de l'apprentissage automatique, Head of Machine Learning chez Withings. Withings est une pépite dans l'univers de la santé connectée qui conçoit des balances, des montres, enfin tout un tas de dispositifs pour surveiller notre santé. Est-ce que vous présentez des nouveautés ici sur le Big Data, le salon Big Data AI? Non, pas au salon, mais on vient de sortir une grosse mise à jour de nos montres qui améliore les fonctionnalités de base, notamment le suivi du sommeil et des choses comme ça, et qui met en valeur la feature de température qu'on n'avait pas jusqu'ici et qui permet maintenant de détecter des épisodes de fièvre et de suivre les cycles féminins. En fait, il y a une prise de température continue, c'est ça? Exactement. De l'utilisateur la montre permet de lorsqu'il porte suivre la température en continu. Et alors dans la journée, cette température peut varier en fonction des activités qu'on fait, etc. Mais la nuit, elle reflète plus notre état de santé et ce qui arrive à notre corps, donc la fièvre et les cycles féminins, les cycles circadiens, etc. Quelle est la part de l'IA dans ces nouvelles prouesses, on va dire, réalisées par les objets de santé, les objets connectés? Et quand on parle d'IA, je disais que vous étiez à la tête du machine learning. L'IA générative, c'est une sous-catégorie de ce machine learning. Est-ce qu'elle a sa part? Est-ce qu'elle tient un rôle particulier? Est-ce que vous l'avez embarqué aussi? Plusieurs questions en même temps. Oui, alors déjà, le rôle de l'IA aujourd'hui, peut-être pour accompagner l'étude de ces résultats et une meilleure surveillance de la santé. Le machine learning et donc l'IA sont omniprésents en fait dans nos produits. Une grosse partie de nos algorithmes qui permettent d'extraire des données physiologiques sur les utilisateurs fonctionnent grâce au machine learning. Donc par exemple pour la fièvre et pour le suivi du sommeil, c'est du machine learning qui à fond. C'est-à-dire que ça permet l'interprétation des résultats, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'on a au départ une donnée capteur, on a un capteur dans la montre qui donne une donnée pas facile à lire et c'est du machine learning qui va permettre d'en sortir une information intéressante et intelligible à l'utilisateur, comme une fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, le sommeil ou est-ce qu'il a une pathologie ou une autre par exemple. D'accord. Et IA générative, oui ou non? Alors, dans les produits, pas directement, mais dans l'application et dans l'expérience utilisateur, oui, et de plus en plus. Et ça va notamment permettre de passer de mesures individuelles qu'on essayait déjà de contextualiser, mais à une interprétation, une analyse complète et personnalisée, pas pour chaque utilisateur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en relation toutes les mesures qui ont été faites par ces différents produits
Et tout ce qu'on pouvait déjà lui dire de façon isolée, on va pouvoir l'interpréter de façon cohérente et globale. Alors, j'ai pas tout à fait compris. Est-ce que ça veut dire que vous l'utilisez davantage comme interface de communication avec les utilisateurs ou c'est en back-office pour vous? Les deux en fait. D'accord. On l'intègre dans la communication pour aider l'utilisateur à interpréter ses résultats. Ok. Et en fait, ces interprétations vont pouvoir se faire sur la base de plusieurs mesures différentes. Donc par exemple, si j'ai une montre et une balance, avant c'était assez difficile pour nous de mettre en relation l'évolution du poids et l'évolution de la fréquence cardiaque par exemple. Et ben maintenant, l'IA générative va pouvoir repérer qu'il y a eu un changement dans les deux courbes de données, dans les deux tendances, et va pouvoir essayer d'informer l'utilisateur et de l'analyser pour lui. Mais je profite d'avoir un spécialiste du machine learning avec moi pour poser toutes mes questions. En quoi ces nouveaux modèles transformers apportent cette possibilité que le machine learning ou le deep learning ne pouvait pas avant? C'est extrêmement multi-usage de base, ça arrive à comprendre n'importe quel type de données sans avoir un apprentissage spécifique sur chaque problème. D'accord. Donc en fait, vous gagnez du temps aussi, c'est ça, sur le temps Exactement, vous gagnez d'apprentissage? énormément de temps. Il y a, sur cette analyse personnalisée qu'on voulait donner aux utilisateurs, c'est quelque chose qu'on veut faire depuis très longtemps, mais qui demandait des efforts beaucoup trop grands pour ce qu'on pouvait faire. Et avec l'IA générative, on a des modèles qui sont capables de le faire plus facilement, tout seul, enfin plus vite. Et ici, sur le salon Big Data AI, est-ce que vous venez regarder un peu ce qui se passe autour, faire un marché sur d'autres technologies? On cherche à se maintenir au courant de ce qui se passe et à regarder Et on comment vient vous avance l'industrie, solliciter ça avance aussi? vite. Pour l'instant, non, mais sans doute ça va venir. Et voilà, je présente une conférence demain donc, Sur quel sujet? sur comment intégrer l'IA dans des dispositifs connectés pour un suivi médical au quotidien. Vous nous avez déjà tout expliqué, merci beaucoup. Exactement. Merci à vous. Bonjour Léa Deloris, vous dirigez l'équipe Artificial Intelligence Robots and Tech, AirTech, si on résume, de BNP Paribas. Parlez-nous un peu de cette équipe mystérieuse, j'ai envie de dire, BNP Paribas. Quel rapport entre la banque, l'IA, les robots? Alors, tout d'abord, bonjour. Et l'IA, en fait, quel rapport entre l'IA et la banque? L'IA, c'est quand même une dimension stratégique de la banque maintenant, depuis plusieurs années. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans le groupe et j'avais une équipe de 3 personnes qui s'appelait Risk Air, qui maintenant est devenue AirTech avec 40 personnes. L'IA, ça nous sert à améliorer notre efficacité opérationnelle, à mieux comprendre nos clients et mieux gérer la relation client, ce qui est important pour une banque. Et enfin, et c'est là où mon équipe est active, tout ce qui est la gestion des risques. Et en fait, mon équipe, elle sert... Donc dans cette équipe, parce que vous dites avant ça s'appelait Risk Tech, maintenant c'est AirTech, ouais. il y a vraiment la notion d'approche par le risque de la technologie? Il y a l'approche, il y a les deux en fait. Il y a comment la technologie va nous aider à gérer les risques, que ce soit les risques de crédit, de marché, les risques opérationnels ou les risques de conformité. Parce que je suis mon équipe travaille sur les risques et la conformité, mais aussi, et ça on travaille beaucoup sur les risques de la technologie. Et la partie robotique? Ah, les robots. Alors, les robots, en fait, c'est tout ce qui est... On parle de robots logiciels, d'automatisation, ou on parle vraiment de robots avec des bras mécaniques? Non. On parle de robots comme dans Robotic Process Automation, qui sont finalement des systèmes pour automatiser et aider. Il y a beaucoup de tâches manuelles dans la banque qui viennent de la difficulté de la multiplicité des systèmes d'IT et des demandes réglementaires qui font qu'on ne peut pas toujours avoir l'IT qui évolue assez vite et donc du coup beaucoup de tâches manuelles. Les robots sont là pour aider ces tâches manuelles et en fait l'IA et les robots, ça va vers ce qu'on appelle maintenant Agentic AI. Donc c'est sur quoi je parlais tout à l'heure. On n'en est pas encore une conférence là, voilà, sur le salon Big Data AI où nous sommes en ce moment même. Pardon. Exactement. Et c'est pour expliquer qu'en fait, le process, la data et l'automatisation et l'IA maintenant, c'est un tout vers lequel finalement on a besoin d'aller et on a besoin d'équipes qui connaissent
les sujets pour pouvoir accompagner, pas pouvoir nécessairement faire, pouvoir accompagner et trouver les directions stratégiques, les bons process et comment avancer là-dessus. Et quel est votre regard sur, parce que là vous parlez d'IA agentique, mais sur l'IA générative et les risques aujourd'hui que ça comporte? On entend beaucoup de travail et de progrès sur la question des hallucinations, mais aussi sur le fait que c'est un peu inhérent finalement à la manière dont ces transformers fonctionnent de manière probabiliste. C'est ça. Comment est-ce que vous abordez cette question alors que justement vous travaillez sur la question du risque? Alors, l'aspect probabiliste, il existait pas qu'avec les generative AI, mais aussi avec finalement l'IA traditionnelle. Et je vais répondre à votre question, mais ce qui m'amuse, c'est que cette capacité de se tromper était un problème quand on voulait vendre nos solutions aux utilisateurs. Et maintenant, parce que c'est sous forme de texte au lieu d'être sous forme de chiffres, ils ont plutôt tendance à vouloir accepter sur 3 exemples, comme pour les crèmes de soie, plutôt que quand on leur avait testé sur 1000 exemples et qu'il y en avait quelques-uns qui ne marchaient pas. Donc ça, c'est un problème qu'on a souvent. Et en fait, il y a tout un système de gestion qui fait que on a des décisions qui sont prises, on a des personnes qui sont responsables des solutions. Ces personnes, elles doivent voir dans quelle mesure ça fonctionne pas. Et on met en place aussi du monitoring, c'est-à-dire que quand la solution est en marche, on suit, comme on suit dans les hôpitaux les informations importantes sur le patient. Nous, on suit des informations importantes sur nos systèmes d'IA, que ce soit génératif, traditionnel, pour voir s'ils commencent à dériver trop et prendre des décisions si c'est nécessaire. D'accord, donc vous mettez en place des processus automatisés et des décisions pour pas automatisés, ceux-là sont parfois automatisés mais suivis aussi par des humains. Mais au cœur en fait de la gestion des risques, c'est la responsabilité humaine, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est responsable de cet outil. Merci beaucoup Léa Deloris, et puis je vais remercier tout le monde de nous avoir suivis. C'était donc les interviews de l'IA dans Smart Tech. On était aujourd'hui en édition spéciale sur le salon Big Data AI Paris 2025. On se retrouve très vite sur la chaîne Bismart.